Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université et de ses partenaires. 3 minutes, c'est 180 secondes. C'est le temps nécessaire pour effectuer un brossage de dents efficace, cuire un œuf à la coque, appliquer un ciment à prise rapide, parcourir 1 mile pour le Marocain Hicham El Guerrouj, détenteur du record du monde depuis 1998. C'est également le temps nécessaire pour battre 185 fois pour un cœur en bonne santé, infuser un thé vert, avoir un rapport sexuel jugé satisfaisant par le français moyen, ajouter 2 minutes, douche comprise, pour écouter Breathe des Pink Floyd ou pour manger 21 hot dogs pour l'américain Joey Chestnut, lui aussi détenteur du record mondial. Enfin, 3 minutes, c'est le temps nécessaire pour résumer sa thèse. C'est en tout cas la règle du concours Ma thèse en 180 secondes, organisée chaque année en France depuis 2014. Le principe est simple, exposer sa thèse en 3 minutes chrono à partir d'une seule et unique diapo et devant un public profane. L'humour y prend souvent une grande place, tout comme les références à la culture populaire. En 2025, c'était Jérémy Defrance, doctorant UM au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, qui avait conquis le public montpelliérain avec son imitation de la mésange. Cette année, l'université ne ramène pas le premier prix, mais peu importe, nos invités sont bourrés de talent et de connaissances et nous n'allions certainement pas nous priver de vous les faire connaître. Avec nous en studio, Jacinta Nabi et Charles Sanctorum. C'est comme ça qu'on prononce vos prénoms à tous les deux et vos noms ? C'est ça, oui. Eh ben, bonjour et bienvenue dans Allume la science à tous les deux, on est ravis de vous recevoir. Alors, Charles, vous réalisez votre thèse au laboratoire Transvimi pour recherche translationnelle sur le VIH et les maladies infectieuses. Et avec vous, nous allons parler de caca, mais pas n'importe lequel, c'est ça ? Des caca de singe, de grands singes plus précisément. Ça a tout de suite beaucoup plus de classe. Jacinta, vous avez remporté le 3e prix du jury avec un pitch sur cette thèse que vous réalisez au LMGC, le laboratoire de mécanique et de génie civil. En 2 mots, le génie civil, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde, alors qu'est-ce que c'est ? Alors, le génie civil, ça englobe la construction des bâtiments, des ponts, et y compris des pontons, du coup. Très bien. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti. Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56... Alors la première question qu'on se pose tous, c'est êtes-vous fou ? La thèse, c'est un travail titanesque et on sait que la préparation de ce concours, ça prend du temps. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Jacinta ? Alors, pour moi, personnellement, c'est d'apprendre à vulgariser sa thèse, surtout en recherche, dans tous les domaines. En tout cas, faire connaître son sujet à tout public, c'est vraiment important. Et aussi, avoir un peu plus confiance en moi, c'était mon objectif, oui. Objectif accompli ? Ah, accompli. Toute contente. Charles, qu'est-ce qui vous a motivé ? Je vais rejoindre un peu ce que Jacinta a dit. Donc oui, le premier objectif, c'était de pouvoir vulgariser sa thèse et donc de pouvoir faire comprendre à un grand public qu'est-ce que la recherche et quel est notre travail de recherche. Mais aussi de pouvoir... C'était un petit défi que je m'étais lancé, puisque c'est vrai que parler devant un public et expliquer, être à l'aise et maîtriser un auditoire, c'était pas quelque chose que je me sentais légitime et de pouvoir faire, et je pense que l'exercice a été accompli aussi. Ouais. On vous écoutera tous les deux un peu plus tard. Alors, c'est pas du tout de l'impro, cette présentation, pardon, c'est un travail de préparation énorme que ça vous a demandé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Est-ce que vous êtes coaché pour mettre tout ça en place ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Jacinta ? Oui, on avait une formation de 3 jours avec 3 coachs exceptionnels. Ils sont vraiment complémentaires. Donc, on a bien vu le avant et après la formation. Ils ont bien géré. Donc, et pendant ces formations, on a travaillé sur nos pitchs. Il faut que ça soit logique pour que ça soit compréhensible à tout le monde. Et aussi, on a appris comment les transmettre au public, c'est-à-dire la manière dont on les parle, on les présente devant le public. Par exemple, ce que je m'en souviens toujours, il faut faire du silence pour capter le public.
Et vous, Charles, comment ça s'est passé? Est-ce que, par exemple, dans votre labo aussi, vous avez été accompagné pour faire cette préparation? Alors justement, accompagné, oui, j'ai été soutenu par mes directeurs de thèse et mes collègues aussi, puisque c'est vrai que dans le labo, il n'y a personne qui avait fait le concours MT 180, donc c'était c'est une la première. fois pour C'était la Transville. première dans le laboratoire, ouais. Donc ils m'ont bien encouragé, parce que je l'ai fait aussi avec une autre collègue du labo, Nered. On était 2 du labo à le faire cette année. Et oui, la formation était très riche. On avait vraiment des coachs, chacun sa spécialité, et ils nous ont donné le plus de conseils possible pour réussir cet exercice. Donc à la fois sur la vulgarisation, la posture, la communication non verbale et le choix des silences. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous a été bien répété. Et l'importance de poser et pas aller trop vite, et vraiment le silence. Ouais, c'est ça. Alors, ça reste un concours dans un contexte où on déplore souvent qu'il y ait beaucoup de compétition dans la recherche. Là, c'était quoi l'ambiance du concours cette année? Il y a une bonne connivence entre les candidats, ou alors ça se tire la bourre? Comment ça se passe? Je pense que Jeanne sera d'accord avec moi. Oui, bon, moi, c'est vrai que c'était... de base, c'est un concours. Mais après, moi, avant de monter sur scène, je ne l'ai pas pris comme un concours. Moi, je me suis dit, mon avantage, c'est de vulgariser ma thèse, c'est-à-dire de faire comprendre mon sujet à tout public. Donc, moi, je gagne si les publics, quand même, ont capté quelque chose. Donc, je pense que, comme j'ai eu le 3e prix du jury, je vais dire, donc je pense que j'ai quand même réussi, oui. Pareil, même sensation. Je suis assez d'accord. Ouais. C'était une compétition, mais c'était aussi l'amusement avant tout, et c'est ça qui a primé, quoi. Alors on va vous écouter maintenant, et on commence par vous, Jacinta Nabi. Le soleil, le sable, le bruit des vagues. L'odeur de la crème solaire. Ça donne envie, non? Malheureusement, la mer, pour les personnes à mobilité réduite, est encore inaccessible. Et là, vous vous dites, mais les pontons existent déjà. La personne traverse la dune sur un tapis, monte sur une rampe, avance sur un ponton, puis descend seule, grâce à un ascenseur. Oui, mais non, car la loi littorale interdit toute structure permanente sur la plage. Donc le ponton doit apparaître l'été et boum, disparaître l'hiver. Mais il lui faut des supports solides, sans gros travaux et sans abîmer l'environnement. C'est là que j'entre en scène. J'ai cherché, j'ai réfléchi et puis... Eureka! Et si on utilisait des pieux vissés? Ce sont des grandes vis plantées dans le sol grâce à une ou plusieurs hélices. Planter une vis, c'est facile. Trouver la bonne taille pour qu'elle tienne au mer, voilà le vrai défi. Parce qu'on est bien d'accord que le but n'est quand même pas de faire du surf involontaire. Jusqu'à présent, les études portaient surtout sur des pieux tirés vers le haut dans de sol sec. Or, dans mon cas, le ponton appuie dessus dans de sable gorgé d'eau. Alors, une question se pose. Comment calculer la bonne taille de pieu? J'ai commencé par identifier ce qui influence le plus sa résistance. Pour cela, j'ai testé des pieux à petite échelle avec différents nombres d'hélices, diamètre, profondeur et espacement. Avec une machine mécanique, je les ai poussés puis arrachés dans un bac de sol sec, puis rempli d'eau. Résultat, plus les hélices sont profondes et larges, plus le pieu tient bien. Mais ce n'est pas tout. J'ai ensuite placé les pieux contre une paroi en verre pour voir ce qui se passe dans le sol quand ils sont chargés. Et là, surprise, le sol ne bouge pas au hasard. Pour un pieu à une hélice, le sol se mobilise en forme de cône autour de lui. À plusieurs hélices, les proches travaillent ensemble, les éloignés, chacun pour soi. Alors, grâce à ces essais, j'ai enfin proposé aux ingénieurs géotechniques des formules simples pour calculer la taille des pieux selon le type de sol. Et la mer s'ouvre à tous. Alors, la prochaine fois que vous serez à la plage, regardez l'horizon. Pensez à un ponton
façon meuble Ikea, montable et démontable. Solide grâce à ma vis magique. Plouf pour tout le monde. Déjà bravo pour cette présentation qui nous emmène directement sur la plage avec mise en scène crème solaire, bruit des vagues, etc. Et avant de rentrer un peu dans le détail de votre thèse, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, comme vous l'abordez rapidement, les obligations légales quand on veut faire une construction sur la plage? Vous parlez de loi littorale, elle dit quoi? Oui, merci déjà pour ce beau souvenir. La loi littorale dit qu'en fait, il est interdit de construire quelque chose de structure permanente sur la plage. Donc, il faut que notre structure, le ponton, doit être montable et démontable, donc seulement installé en période estivale. C'est le meuble Ikea. C'est le meuble Ikea, oui. Alors donc là, on va parler effectivement d'un ponton qui permet donc aux personnes en situation de handicap d'accéder à la mer. Il en existe déjà aujourd'hui ou pas? Oui, ça existe dans l'IRS, dans l'IRS, oui. Mais le problème, c'est que c'est une structure permanente. Donc, or que la loi littorale dit que c'est interdit. Donc, la spécificité de notre ponton, c'est plutôt le meuble Ikea pour que ça soit installé seulement en période estivale. Alors, à quoi il ressemble? Vous pouvez nous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble? Un ponton classique ou Oui, c'est un ponton classique. C'est comme un quai, en fait. Ce sera comme un quai. Alors, la personne à mobilité réduite va traverser la dune avec un tapis et après monter sur une rampe. Et après, ce sera comme un quai dans les ports. Et là, il y aura un ponton, non, pas un ponton, mais il y aura un ascenseur qui vont les mettre en toute autonomie, faire descendre dans l'eau. Ok. Ouais. Alors, c'est la seule application sur laquelle vous travaillez. Donc, on va revenir dans le détail. Vous travaillez sur les vis. C'est la seule application ou alors ça peut être n'importe quelle application à partir du moment où c'est quelque chose d'amovible dans le sable? Alors la vis, là on l'a utilisé pour le ponton d'accès en mer, mais aussi ça peut être utilisé avec des structures légères. Il y a des bâtiments, il y a aussi des entreprises qui travaillent sur ça d'ailleurs en ce moment. Et on peut aussi, oui, c'est plutôt des bâtiments structures légères, oui. Alors, on va se pencher un peu plus sur la vis parce que c'est la partie de votre travail qui était la plus spécifique. Est-ce que vous pouvez nous les décrire, ces fameux pieux vissés, ils font quelle taille, ils sont en quel matériau, par exemple? Alors, c'est en acier. Et la taille, en fait, ça varie vraiment en fonction des charges appliquées dessus. Donc, et aussi, alors, c'est vraiment variable en fonction de la taille dessus. Donc, je ne peux pas trop dire quelle taille exactement. Mais par exemple, pour moi, dans mon cas, environ notre ponton, après à calcul, donc on a eu 1 mètre de profondeur et environ 20 cm de diamètre d'hélice. Et ça peut être encore un peu plus grand, ça dépend des ouvrages. En fait. Sur de la grande vis quand même. Oui, c'est ça. Et vous dites dans la thèse, planter une vis, c'est facile, c'est pas si facile que ça. S'il y a eu besoin de faire une thèse dessus, il y avait un défi à relever là-dessus? Oui, le défi à relever, c'est plutôt... Moi, je suis dans conditions de sable gorgé d'eau, alors que les études actuelles sont plutôt sur des sables secs. Et aussi, surtout en France, par exemple, il n'y a pas encore des normes qui permettent exactement comment calculer ce genre de vis. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une étude là-dessus. Ouais. Et vous parlez de pieux hélicoïdal, je reviens un peu sur la description, parce que alors moi j'imaginais une grosse vis comme ça, là, un truc justement Ikea, ça veut dire quoi pieux hélicoïdal? En fait, on appelle pieux hélicoïdal parce que c'est comme un pieux classique, mais après il y a des hélices autour qui rajoutent un peu plus de portance par rapport au pieux classique en fait. Ouais. Alors, vous expliquez que vous avez fait des expériences, évidemment, donc pour trouver la bonne taille. Des expériences à petite échelle. Vous nous les décrivez, ces expériences? Ça avait l'air dur, en tout cas. Oui, on a fait des expériences à petite échelle, du coup, des questions économiques, parce que notre objectif, c'est de voir d'abord, en premier, quel paramètre géométrique est le plus influent sur la résistance du pieu, c'est-à-dire quel diamètre a d'hélice, est-ce que c'est le diamètre ou bien est-ce que c'est la profondeur du pieu par exemple qui met plus de portance
qui permettent d'avoir un peu plus de portance. Donc, sur ce, il faut faire beaucoup de variations géométriques. Il faut varier plusieurs géométries de pieux, je vais dire. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait à petite échelle. Et comme notre objectif, en fait, c'est pour supporter le ponton. Et le ponton, c'est une charge qui comprime le pieu au-dessus. Et aussi avec l'effet de la houle et tout, donc ça peut aussi engendrer un effet de traction. Qui peut tirer le pieu vers le haut. Donc c'est pour ça que pendant mes études en laboratoire, on a fait des essais en comprimant le pieu du coup pour simuler la charge vraiment en réalité et aussi en faisant tirer le pieu vers le haut, c'est-à-dire la traction. Donc c'est dans des gros bacs de sable que vous faites ça? Alors pour moi, on a utilisé un petit aquarium de 30 x 30 cm et avec 25 cm de hauteur. Donc oui, c'était à petite échelle 1/8 par rapport à la réalité. Alors dans une autre expérience, vous avez aussi placé vos pieux contre une paroi en verre pour observer comment bouge le sol. Qu'est-ce que vous avez constaté et en quoi ça vous a aidé pour la construction des pontons? Alors, donc sur ce, en fait, notre objectif à la fin, c'est de proposer des formules de calcul de la taille du pieu. Donc, sur ce, on a besoin de voir qu'est-ce qui se passe vraiment dans le sol. Donc, avec mon premier essai pour voir les paramètres géométriques influents, on a utilisé des pieux plans, c'est-à-dire avec le plein diamètre de pieux. Mais cette fois-ci, on a coupé le pieu en deux. Donc, on a plaqué le demi-pieu, du coup, cette fois-ci, sur la paroi en verre. Et on a fait la mise en charge, c'est-à-dire on a comprimé le pieu et aussi tiré vers le haut, et pour voir comment bouge le sol. Et là, sur ce, on a vu que lors de la mise en charge, le sol bouge et forme c'est en forme de cône autour de l'hélice. Donc cette forme-là nous a permis de proposer de formules de calcul du pieu à la fin, après. Parce que c'est ça du coup. Donc l'enjeu de votre thèse, c'est finalement de donner après aux ingénieurs des formules qui vont, eux, leur permettre de calculer la bonne taille, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et là, ça varie en fonction de la charge au-dessus, bien sûr, et aussi en fonction du type de sol, parce que c'est pas pareil justement quand le sol est mouillé, gorgé d'eau, et aussi si le sol est sec, parce que en fait c'est comme on construit des châteaux de sable à la plage, quand le sable est trop sec, donc il n'y a pas le château de sable, et avec un petit peu d'eau on a le château parfait, et trop d'eau, le château s'écroule. Donc c'est ça. Alors grâce à votre thèse, est-ce qu'on va voir des pontons émerger sur les plages de France? Oui, j'espère. Là, on est en train de chercher un financement pour une dernière expérience à l'échelle réelle, à la plage. Donc après ça, normalement, oui, espérons que la mer s'ouvre à tous. Merci beaucoup, Jacinta. Alors on va passer à vous, Charles Sanctorum. C'est Sanctorum ou Sanctorum? Sanctorum. Sanctorum. Ouais. Merci. Alors, pour ce concours, vous vous êtes fait le porte-voix d'une chose molle à l'odeur désagréable. C'était osé. On vous écoute. De la matière brune, un peu molle, une odeur désagréable. Oui, je suis une crotte. Mais pas n'importe laquelle. Une crotte de gorille. Pour vous, je ne suis peut-être qu'un simple déchet. Mais pour Charles, un doctorant, je suis une véritable encyclopédie biologique. Au laboratoire, il possède d'ailleurs toute une collection de mes semblables, venant aussi bien de chimpanzés et de bonobos, deux autres espèces de grands singes. Ce qui fait de lui probablement le seul collectionneur de crottes à Montpellier. Bon. Ce n'est pas la collection la plus glamour du monde, je vous l'accorde. Mais croyez-moi, elle est passionnante. Parce que dans ma matière se cachent des pages entières d'informations biologiques. Des informations sur l'histoire de celui qui m'a laissé là, son patrimoine génétique, ses derniers repas. Et surtout, les virus qui vivent avec lui. Des virus qui peuvent le rendre malade et parfois infecter les humains. Parce que oui,
Les grands singes sont vos plus proches cousins. Et entre cousins, on partage parfois plus que les repas de famille. La pandémie du sida en est un exemple marquant. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Puisque des humains continuent à s'aventurer dans l'habitat qui m'a donné vie, au cœur des forêts tropicales africaines. C'est là que j'entre en scène. L'équipe de Charles m'a récupéré dans la forêt et va maintenant m'emmener dans son laboratoire pour décrypter les indices laissés par les virus que je renferme. Il récupère l'ADN présent dans ma matière et le séquence pour lire lettre par lettre le génome des virus qui s'y cachent. Et croyez-moi, je suis très bavarde. En seulement 1 an, grâce à moi et mes copines crottes, Charles a déjà identifié 14 familles de virus différentes. Des virus qu'on pensait uniquement humains, comme celui de l'hépatite A ou de l'herpès, infectent aussi les grands singes. Mais Charles ne s'arrête pas là. Il compare l'ADN de ces virus avec ceux qui vous rendent malade aujourd'hui. Il identifie leurs ressemblances, leurs différences, et il peut estimer si certains de ces virus pourraient un jour arriver jusqu'à vous. Alors je sais, il y en a certains d'entre vous qui se disent peut-être « Mais l'Afrique, c'est loin d'ici. L'histoire racontée par une crotte de gorille ne nous concerne pas vraiment. » Pourtant, dans un monde où l'on peut voyager d'un continent à l'autre en seulement quelques heures, un virus peut parcourir la planète bien plus vite que vous ne l'imaginez. C'est vrai, je ne suis ni brillante, ni parfumée, et je n'ai clairement pas l'air très intelligente. Mais avec Charles, je suis peut-être l'un des meilleurs moyens de repérer la prochaine pandémie avant qu'elle ne commence. Et en même temps, de protéger la santé des grands singes qui, eux, disparaissent peu à peu des forêts. Finalement, lui et moi, on forme une bonne équipe, vous ne trouvez pas ? Alors Charles, nous sommes ravis de recevoir le seul collectionneur de crottes à Montpellier. Et déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette collection et nous raconter un peu votre chasse aux crottes dans la forêt ? Comment ça se passe ? Alors moi personnellement, j'ai jamais encore mis les pieds sur le terrain en Afrique centrale pour ramasser les crottes. En fait, ma thèse se fait dans le cadre d'une étude pilote, donc c'est-à-dire que c'est des échantillons qui proviennent d'anciens projets, donc collectés depuis une bonne vingtaine d'années, notamment sur les projets qui ont été menés pour déterminer l'origine du VIH. Et donc on en a entre 10 et 20 000 qui sont stockés dans le laboratoire. Je rappelle que votre directrice de thèse, c'est Martine Peters. C'est ça, Martine Peters, ouais. Et donc des échantillons qui ont permis de détecter, de trouver l'origine du VIH, donc là sont réutilisés pour permettre, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres virus qui pourraient aussi circuler, infecter les grands singes et avoir un risque d'être transmis à l'homme. Alors justement, vous le rappelez, on partage beaucoup avec les grands singes. Je crois qu'avec le chimpanzé, c'est entre 96 et 98% de notre ADN, quelque chose comme ça. Ouais. On a donc on est potentiellement la cible des mêmes virus. Vous avez parlé du sida. Peu de gens savent que effectivement le sida atteint également les grands singes. On peut s'attendre à partager quel autre virus avec eux ? Alors justement, là c'est en partie, il y a déjà des études qui ont été menées, pas dans les mêmes conditions, plutôt chez des animaux captifs, mais on a potentiellement une partie de nos virus qu'on retrouve aussi chez les grands singes. Il n'y a pas que le VIH, mais il y aurait aussi d'autres virus. Et j'ai montré qu'il y a des virus comme par exemple les herpès virus qu'on retrouve aussi chez les grands singes et qui peuvent nous infecter, mais aussi des virus comme les hépatites B, les hépatites A, qui seraient aussi présents chez ces animaux et qui les infectent. Alors, vous avez fait du séquençage pour trouver les virus, justement, mais comment est-ce que vous avez procédé ? Parce que c'est des virus qui, finalement, pourraient nous infecter, nous aussi. Est-ce que vous avez des précautions particulières que vous prenez en laboratoire pour faire le séquençage ? C'est ça, oui. En fait, donc, avant de récupérer l'ADN directement, en fait, ces échantillons, ils sont traités en niveau de type 3, donc confinement de type 3. C'est-à-dire qu'en fait... Ça veut dire Charlotte sur chaussures, blouse, masque, la totale, les lunettes, quoi. On nous voit plus, on nous reconnaît plus. C'est ça. Et donc, en fait, on inactive tous les virus, c'est-à-dire qu'on conserve seulement leur patrimoine génétique, l'ADN, pour faire simple, mais ils n'ont pas de potentiel, ils ne peuvent pas nous rendre, être dangereux pour nous, donc ils sont inactivés. Et à partir de là, on va en fait filtrer, c'est-à-dire récupérer juste l'ADN, l'ARN, et à partir de là, on travaille sur ces échantillons filtrés où il n'y a que le matériel génétique qui est présent et on travaille sur ça et donc il n'y a pas de risque réel à partir de là. À partir où cette étape-là est passée, le risque est éliminé en fait.
Alors des virus, vous en avez repéré 14, c'est ça? Oui, 14 grandes familles de virus, c'est ça. 14 familles de virus. Oui, 14 familles. Encore plus. Et alors, donc, vous les comparez au virus humain. Et comment on fait ça, en fait? C'est une sorte d'arbre généalogique des virus? Ouais, c'est un peu ça, en fait. Donc, à partir des virus, donc en fait, on a une banque de données génétiques qui est internationale, dans laquelle différents chercheurs, différents laboratoires du monde entier, dès qu'ils séquencent un virus, le mettent sur cette banque de données. Et donc, à partir de tous ces virus qui sont présents dessus, on vient les comparer en menant des analyses donc phylogénétiques qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va comparer notre virus avec toute la diversité qui est connue de ce même virus, et ça nous permet d'estimer un risque, une proximité, et après un risque, et essayer d'évaluer un risque de transmission à l'homme. Alors, on comprend toute la dimension préventive dont vous avez parlé pour repérer des potentiels virus qui seraient dangereux pour l'homme, mais vous parlez aussi de la dimension vétérinaire. Les grands singes peuvent aussi être atteints par ces virus, être malades. Est-ce qu'on peut les protéger? Est-ce qu'on peut par exemple les vacciner? Est-ce que ça existe, ça? Alors, la vaccination, j'ai pas beaucoup de connaissances à ce sujet. Je pense que ça reste assez complexe puisque c'est des animaux qui sont menacés d'extinction. D'ailleurs, on a depuis une vingtaine d'années une diminution drastique des communautés de chimpanzés, de bonobos et de gorilles en Afrique centrale. Et donc, on limite le maximum le contact avec l'homme. Donc, il me semble qu'on ne met pas en place de vaccination de ce type-là avec piqûres, etc. Ça serait trop dangereux déjà de se rapprocher d'eux et ça générerait du stress pour ces animaux. Donc, voilà, de ce que je sais, oui, c'est la vaccination. Je ne pense pas qu'elle a été mise en place à grande échelle, ces animaux-là, en tout cas de cette manière-là. Alors on est en pleine actualité des virus en ce moment, notamment Ebola qui refait une flambée au Congo, si je me souviens bien. Ouais. Est-ce que Ebola, par exemple, ça a été repéré déjà chez les animaux ou pas? Ah oui, il y a eu ces 20 dernières années plusieurs épidémies d'Ebola qui ont même décimé des gorilles, des chimpanzés. Et oui, ça a été décrit et avec des mortalités qui sont aussi importantes, comme on peut décrire chez l'homme. Oui. Et surtout, vous, sur les virus que vous avez identifiés, est-ce qu'il y a des virus qui sont justement à surveiller avec une possible transmission à l'homme? Alors, le plus possible, on essaie de surveiller, là c'est aussi la démarche de ma thèse, c'est de surveiller des virus qu'on pourrait penser qui ne sont pas dangereux, mais avec des potentielles mutations et des adaptations à l'homme, ils pourraient être aussi potentiellement pathogènes et dangereux pour l'homme. Mais il y a des virus qu'on parle beaucoup, comme Ebola, le Mpox aussi, la variole du singe, où c'est des virus pour lesquels on n'a pas encore complètement bien compris les chaînes de transmission et les origines. On n'a pas encore trouvé les espèces réservoirs, qui seraient, même si on soupçonne pour Ebola la chauve-souris, mais on n'a pas encore de preuves réelles que c'est la chauve-souris qui serait l'espèce à l'origine de ce virus. Donc voilà, ces virus-là ont quand même qui sont mortels, très mortels. Donc on a un intérêt sur ces virus-là, mais on essaye là, en tout cas aussi en partie dans le cadre de ma thèse, essayer de s'intéresser à d'autres virus pour lesquels on n'a pas beaucoup de connaissances dans la littérature et dans la bibliographie, et qui pourraient aussi potentiellement un jour être dangereux pour l'homme. Ouais. Alors l'émission est passée à une vitesse incroyable en votre compagnie. On vous remercie beaucoup, c'est déjà fini. Bonne chance pour la suite, vous soutenez quand très rapidement tous les deux? Vous êtes en quelle année? Moi, je soutiens fin l'année prochaine, fin 2027. Moi, j'ai soutenu l'année dernière, du coup. Ah, mais oui, c'est bien pour ça que tu es dans l'exposition des docteurs. C'est ça. Très bien. Eh bien, merci encore d'être venu dans Allume la Science et bonne chance pour la suite. Allume la Science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés. Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Une sorte de relativisme absolu. Inversion complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots. Allume la science.